enregistrer. Voilà. Donc, nous avons un patient de 60 ans qui présente une hémiparésie progressive et donc nous obtenons une lésion centrale qui se rehausse de façon homogène avec quelque chose qui va être plutôt en isosignal flair, un effet de masse et sur la séquence de diffusion telle qu'elle sort de la machine, le B1000, pas de restriction de la diffusion. Alors, je suis allée un petit peu loin sur mes clics. Ce que je voulais faire, ce que je faisais apparaître normalement sur... Alors, par contre, si vous... je vais essayer de couper le son de tout le monde. Je l'ai fait au fur et à mesure, mais... ouais. Il faut faire, en fait, quand on a une séquence en diffusion, il faut toujours regarder l'ADC. Parce qu'on peut avoir des surprises. Là, vous voyez, il n'y a pas d'hypersignal diffusion. En fait, quand on regarde la séquence, l'image d'ADC, qui normalement sort immédiatement lorsqu'on a fait la séquence, ou alors il faut demander à votre constructeur en fait, que vous l'ayez directement, parce qu'elle sort de la machine sans post-traitement. Vous avez directement les cartographies d'essai, et là, on a l'accès directement à l'information en diffusion. Et c'est important parce que du coup, vous voyez là, on n'a pas l'impression qu'il y a une restriction de la diffusion, alors qu'il y en a une. Ça va nous aider pour le diagnostic, tout simplement parce que dans les tumeurs, en fait, la restriction de la diffusion va nous donner une idée du milieu. Vous savez que la diffusion étudie les mouvements aléatoires des molécules d'eau. Ces mouvements aléatoires dépendent du milieu dans lequel on est. Si on est dans un milieu très rempli, très dense, comme va pouvoir être un milieu où il y a un hypercellulaire, comme dans certaines tumeurs, ou alors dans des cas plus très denses pour les abcès, la diffusion des molécules d'eau va être restreinte, elle va être diminuée par rapport à ce qui peut être dans le parenchyme cérébral normal. Au contraire, si vous avez une nécrose, une cavitation, là, pour le coup, ce sera moins restreint. Et on aura un ADC augmenté qui va se rapprocher du LCS. Là, vous avez quelque chose qui va être plus dense, finalement, que le parenchyme. Et donc, cette information, du coup, sur le caractère hypercellulaire, on l'a en diffusion. On peut l'avoir aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais sur le scanner, on a une raison qui sera hypercellulaire, hyper dense. C'est une information importante pour analyser cette lésion. Donc, ne pas regarder que le B0, regardez systématiquement l'ADC, ça prend 2 minutes. Ensuite, sur cette lésion, on va pouvoir avoir fait une spectroscopie. Cette spectroscopie, on va avoir un spectre typique. En spectroscopie, il y a deux zones d'analyse qu'on peut faire, deux échos qui vont donner des métabolites différents. À l'écho court, vous allez avoir beaucoup de métabolites, du myonisitol, de la choline, du NAA, la créatine limitée. Et là, vous allez avoir un énorme pic de lipides. C'est ce qu'on cherche. On cherche sur cette analyse, voir s'il y a des lipides, c'est-à-dire, les lipides, ça signe de la nécrose. Or, quand on regarde la lésion, elle n'est pas nécrotique. Ça, c'est un aspect qu'on va pouvoir avoir dans les métastases et dans le lymphome. Donc déjà, deux choses qu'on peut avoir, métastase, lymphome, les deux peuvent être hypercellulaires. On s'attend à ce que ce soit hypercellulaire et on a les lipides dans les deux situations. L'écho long, pourquoi on fait l'écho long? C'est parce que c'est sur cet écho qu'on va mesurer d'autres rapports qui vont nous donner une indication de prolifération membranaire. C'est-à-dire que vous allez avoir... On me dit qu'on entend très mal avec les microactifs. Tout à l'heure, moi, j'étais gênée. Là, je ne le suis plus, mais et je pense que j'ai un peu tout supprimé, mais n'hésitez pas à vérifier si vos micros sont bien désactivés. Non, celui-là non plus. Voilà. Et désactiver le son. Voilà, normalement, j'ai coupé tout le monde. Sur les côlons, en fait, on voit, ce qu'on recherche, c'est le premier massif qui va être la choline, qui va être la prolifération membranaire. La créatine qui là est altérée parce qu'on a un profil de patient qui bougeait, mais l'examen était intéressant pour autre chose, donc je l'ai laissé, et le NA. Et c'est sur cet côlon qu'on va mesurer l'élévation de la choline et donc le caractère proliférant de la lésion. Et donc là, vous avez une élévation très importante de la choline, et ça, on l'a plus dans les lymphomes que dans les métastases. Dans les métastases, vous pouvez avoir une petite élévation de la choline, mais en général pas aussi importante. Autre chose qui va nous permettre de faire le diagnostic et de bien mettre en évidence que c'est un lymphome, c'est la séquence de perfusion. Donc, voici les images de reconstruction telles que vous les avez du coup sur Olea. Vous avez différentes fenêtres. Quand on a une séquence de perfusion qu'on injecte, la première chose à faire, c'est regarder les images natives. Vous faites un check qualité et vous regardez, vous faites diffuser toutes vos phases et vous voyez apparaître le produit de contraste
Ce qu'on voit quand le produit de contraste arrive, c'est une chute du signal. Donc, vous voyez les vaisseaux, le cortex, tout ça qui devient noir à l'arrivée du produit de contraste, ça correspond à votre chute de signal que vous avez ici. Ça vous permettrait aussi de voir si le patient a bougé. Comme vous voyez toutes les phases arriver, ça vous permet de voir si le patient a bougé et si vous pouvez vous fier aux images. Ça vous permet aussi de regarder si vous n'avez pas de trou noir. Par exemple, vous voyez, c'est la séquence de perfusion à Gado, c'est une séquence qui est du l'écho de gradient. Si vous avez quelque chose qui est hémorragique, vous aurez un assignal lié à l'hémorragie. Et cette hémorragie, alors quelqu'un me dit qu'il n'a pas le son, mais normalement les autres l'ont, je pense. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Moi, je t'entends très Oui, bien tout oui, le bah, temps. apparemment on m'entend. Merci. De toute façon, sinon j'enregistre la présentation. Lorsque vous avez une image hémorragique, vous aurez des fois un assignal T2. Et donc, quand on a un assignal, un trou noir lié au saignement, comme on cherche une chute de produit de contraste, ça devient compliqué. Donc, on peut avoir des aberrations, soit une absence de signal complet où on n'arrivera pas à faire la mesure, soit des fois des effets paradoxaux. Donc, ça, vraiment, la première chose à regarder, ce sont les images natives, savoir où on va. Ensuite, on regarde les images reconstruites. Et là, ce qui est important, c'est on a les images natives de la perfusion avec les cartographies, les différents paramètres, je vais y revenir. Mais ce qui est important, c'est de regarder les images de fusion. C'est vrai que c'est vraiment un apport parce que du coup, c'est des fois difficile. On a en général la perfusion qui est faite en axial strict et qui n'est pas forcément le plan CACP. Donc, des fois, sur des lésions un peu petites, on a du mal à savoir où on est, notamment près du cortex. Et donc, sur ces images fusionnées, c'est vraiment là-dessus qu'on va analyser, regarder, et ça va vraiment nous permettre de bien comprendre la lésion. Donc, vraiment utiliser ces images de fusion. Ensuite, quelles informations on cherche sur la séquence de perfusion? Vous savez que donc, le cerveau, quand on injecte du produit de contraste, ce n'est pas comme un foin, un rein, il ne se rehausse pas. Tout ça parce qu'il y a la barrière hémato-encéphalique. Si vous avez un rehaussement, donc une prise de contraste en intracrânien dans le cerveau, c'est deux possibilités. Soit vous avez plein de néovaisseaux microscopiques, et c'est du vaisseau intravasculaire, plus ou moins une rupture de barrière, soit vous avez juste une rupture de barrière, c'est-à-dire une rupture de la barrière hémato-encéphalique et le produit qui diffuse, sans pour autant qu'il y ait de néovaisseaux. Et c'est ce qu'on va regarder en perfusion. Sur la perfusion, donc ça, ce sont différents paramètres. Si vous cherchez une néovascularisation, on va regarder le RCBV, ça c'est le RCBV corrigé, je vais y revenir, pour la rupture de barrière, on va regarder différents paramètres qui vont être de la perméabilité capillaire, comme le K2 ou le K-trans. En perfusion, on aura le K2. Cette rupture de barrière paraît être plus ou moins importante. Et des fois, cette rupture de barrière va être tellement importante qu'on aura une telle fuite de produits de contraste, ça s'appelle leakage, que des fois, ça va pouvoir perturber l'analyse. Et donc, quand on a des ruptures de barrière très importantes, on va pouvoir avoir, comme le lymphome, des profils comme ceci. Et sinon, vous allez avoir, je vais vous montrer des exemples, des fois, cette rupture de barrière peut perturber les valeurs du RCBV, et du coup, ça peut être intéressant de regarder vraiment le RCBV corrigé. Donc, chez notre patient, voici un exemple. Vous avez le RCBV tel qu'il sort de la machine, et voici les valeurs que vous avez avec correction de la fuite capillaire. Et vous voyez finalement que votre lymphome, c'est un lymphome, va avoir une petite hyperperfusion. Ce ne sont pas des images auxquelles on est habitué, notamment pour le lymphome, ce n'est pas forcément ce que vous avez appris, mais c'est ce qui correspond à la réalité. Si vous avez un lymphome oculaire, par exemple, vous mettez un Doppler, il y a quelque chose de vasculaire. Et d'ailleurs, quand vous regardez vos courbes, même sur les RCBV, vous voyez que vous avez une aire sur la courbe qui est plus importante pour le lymphome, donc ça c'est la courbe qui correspond à un lymphome, que pour la substance blanche saine contralatérale. Et donc voilà ce que vous obteniez. Donc là, il y a un profil typique du lymphome. Quand on regarde le K2, donc la perméabilité capillaire de ce patient, on a effectivement aussi quelque chose qui correspond à une fuite importante, c'est la confirmation. Vous montrez bien que dans cette lésion, on a une importante perméabilité qui est liée au lymphome. Voilà. Donc, juste un bref rappel, ça m'a permis de revoir les différentes techniques et ce qu'on pouvait en voir. Donc, le lymphome cérébral, c'est une lésion tissulaire, hypercellulaire qui est homogène, qui se pose de façon homogène. On a une rupture de barrière avec un dépassement de la ligne de base qui est vraiment assez caractéristique. Et en spectroscopie, vous aurez une élévation de la colline qui correspond à une prolifération membranaire et un aspect de nécrose, donc c'est-à-dire la présence de lipides, alors que vous n'avez pas de lipides visibles à l'IRM.
Ça, c'est pas la présence de lipides à la spectroscopie, c'est pas propre au lymphome. Vous l'avez, comme je l'ai dit, aussi aux métastases, les métastases. Mais en général, l'élévation de la choline dans le lymphome est plus élevée que ce qu'on a pour les métastases. Donc, un autre patient qui a 70 ans, qui n'a pas d'antécédent et qui vient pour ces lésions. On est à peu près au moment du diagnostic. Et donc, on va avoir une lésion homogène, en petit hypersignal diffusion avec une restriction à la diffusion, donc hypercellulaire. Et on a au contraire, de façon plus antérieure, une prise de contraste avec quelque chose qui va être cavité. Vous voyez ici sur l'ADC, ou même sur le B0, finalement, on a un signal de LCR là et là, on a une image qui est nécrotique. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de regarder si on n'est pas sur quelque chose d'un peu hémorragique. C'est le cas, on a un petit liseré hémorragique, mais enfin, on n'est pas sur un hématome, on n'a pas quelque chose qui est complètement noir. Par contre, en T1, on a un petit hypersignal T1, donc on a vraiment quelque chose qui est micro-hémorragique, et d'ailleurs, on le voit qu'il y a un petit peu la même chose ici. Ça, c'est étonnant pour le lymphome. Ici, en périphérie, sur l'ADC, vous avez un parfait aspect d'œdème vasogénique. Alors forcément, on ne voit pas tout le cerveau, mais là, en tout cas, ça fait vraiment très œdème vasogénique, c'est-à-dire que vous avez de l'eau qui diffuse dans la substance blanche tout en respectant le cortex, avec un aspect en doigt de gant. La spectroscopie qui est faite sur la lésion tissulaire, pour le coup, ne montre pas une élévation de la choline importante et une baisse du NAA. Vous voyez, ce qui est dit dans la littérature, ce qui est faux, en fait, qui n'est pas tout à fait vrai. Mais en fait, on dit que quand on a un rapport choline, donc les membranes, sur NAA, ça c'est l'activité neuronale, le NAA, supérieur à 2, ça signe une origine tumorale. Ce n'est pas vrai. Par contre, quand on a une tumeur, on a quelque chose de vraiment agressif. Ça, effectivement, ce profil, on n'est pas sur les grosses élévations comme on avait pour le lymphome. Et si on recherche les lipides, il y en a finalement beaucoup moins que ce qu'on avait sur le précédent. Donc, on a voilà, une petite élévation de la choline, une petite élévation de lipides, mais finalement pas grand-chose en spectroscopie. Par contre, si on se met sur la perfusion, on a un profil qui fait vraiment très, très, très lymphome avec, je vous dis, cette image de dépassement de la ligne de base quand on se met sur la lésion hypercellulaire postérieure. Voilà, avec vraiment un aspect de rupture de barrière importante. Et on a le même aspect si on se met sur la lésion antérieure. Ce qui est un peu étonnant que finalement, elle a la même perfusion alors qu'elle n'a pas du tout le même aspect, elle est hémorragique, elle est nécrotique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce patient avait déjà eu une IRM 5 jours avant, et que sur l'IRM 5 jours avant, on avait un profil de spectroscopie qui était très différent. Voilà le profil 5 jours avant. Quand je vous parle de l'agressivité sur le lymphome, voilà un spectre où on a, donc sur les côlons, une élévation de la choline très importante par rapport au NAA qui est là. Donc là, on n'est même plus à supérieur à 2. Visuellement, on est à du 5, 5-6, je dirais. Et on a un massif de lipides très, très, très important, tellement important qu'il persiste à écolon. Ça, on a ça des fois quand on a énormément de lipides. Pourtant, on a une petite lésion, mais quand on a énormément de lipides, des fois, ça peut même persister à écolon. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer entre 5 jours et quel est le diagnostic finalement? Merci. La perfusion a vraiment un aspect de lymphome et c'est ça qui aide en fait finalement aussi avec l'histoire en fait qu'on récupère avant. Ce qui aide, c'est que en fait, dans les métastases en général, on n'a pas une fuite de rupture barrière comme ça. Par contre, on n'a pas ce spectre-là et on n'a pas le caractère nécrotique dans ces cas-là, sauf chez les patients immunodéprimés, c'est atypique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces patients ont des corticoïdes. Les lésions ont été prises pour des métastases. C'est pas totalement idiot parce qu'il y a des métastases hypercellulaires, ça existe, avec un gros œdème vasogénique, et le patient a été mis sous corticoïdes. Et ça, c'est une catastrophe pour le lymphome, parce qu'en fait, ça fait disparaître, ça négative la biopsie, et ça fait même des fois disparaître les lésions. Vous voyez, les lésions sont en train de disparaître. Cette lésion, qui était une lésion comme celle-ci, est en train ces cavités. Et du coup, on se retrouve avec des patients qui ont des lymphomes qu'il faut traiter. On ne peut pas le traiter sans preuve histologique, sans connaître son type. Et ensuite, donc, il va récidiver. C'est pas, si le lymphome se guérissait par corticoïdes, ce serait bien et on le saurait. Mais en fait, des fois, il peut y avoir un effet rebond. Et du coup, quand le lymphome revient après avoir été effacé par les corticoïdes, il peut revenir de façon beaucoup plus invalide et de plus en plus dangereuse. Donc, quand on a une suspicion de lymphome,
c'est une erreur de mettre les patients sous corticoïdes. Ensuite, des fois, quand le patient quand le diagnostic est prouvé, pour améliorer justement l'œdème et l'effet de masse, on peut les mettre sous corticoïdes. Mais il faut avoir la preuve anapathe avant, parce que finalement, des fois, on se retrouve dans des situations très gênantes du fait qu'avec une anapathe négative et même une absence de lésion cible, vous voyez, ça va très vite, comme la spectroscopie s'est normalisée, et comme il y a une lésion qui s'est cavitée en 5 jours. Donc, voilà, garder la notion que le lymphome, il ne faut pas mettre de corticoïdes et qu'effectivement, ça peut vraiment perturber les anomalies. Donc, c'est ce qui expliquait le caractère un peu hétérogène de ce lymphome qui finalement était un lymphome typique initialement, mais pour lequel les diagnostics n'avaient pas été posés correctement. Et donc, il y a bien des métastases hypercellulaires. Hein. Donc, on pourrait avoir des métastases comme ceci, hein, c'est tout à fait possible. Mais la perfusion, comme je vous dis, n'a pas l'aspect de rupture de barrière avec les dépassements à ligne de base comme on a là. Et la spectroscopie, en général, on n'a pas une colline aussi élevée que ça, des lipides aussi élevés que ça. Troisième dossier, un patient de 31 ans qui a un antécédent de leucémie il y a 5 ans, qui est en rémission de sa leucémie, et qui vient pour un déficit progressif du membre inférieur droit. On retrouve encore sur une lésion là, qui va être hypercellulaire. Là, vous avez l'habitude, hein, un hypersignal diffusion, une restriction à la diffusion, qui est très homogène après injection. Là, c'est difficile de comprendre la lésion, donc il ne faut vraiment pas hésiter à savoir, notamment, si on est intra ou extra-axial, ça va changer la gamme. Il ne faut vraiment pas hésiter à changer de plan. Je mettrai des petites images dans le truc, c'est vraiment un truc à retenir, c'est tout simple, mais vraiment pas hésiter à regarder les images dans le plan le plus adapté. Là, on va être sur une lésion qui va être plutôt extra-axiale. Donc, pas hésiter à changer de plan pour essayer de comprendre la lésion et sa topographie. Si on fait la perfusion, on n'a pas d'image de dépassement à la ligne de base. La lésion est bien homogène. On n'a pas l'aspect comme on avait pour le lymphome. On n'a même pas réellement on a une petite hyperperfusion sur les cartographies, mais qui n'est pas énorme. En spectroscopie, on a une élévation de la colline qui est assez franche. Hein. Vous voyez, là, on est sur le 2, effectivement, colline sur NA. Donc là, on a une belle élévation, une colline qui est doublée. Donc on a effectivement une lésion vraiment proliférante, hein, avec quelque chose de très hypercellulaire, mais finalement assez peu de lipides par rapport à, rappelez-vous, le massif qu'on a eu tout à l'heure. Et donc en fait, ça, la perfusion pour plus la spectroscopie ont permis d'orienter le diagnostic, puis ça a été confirmé ensuite. Donc, on a une lésion hypercellulaire, peu de lipides, et en fait, c'était une récidive de sa leucémie. Simplement, ce sont des blastes. Effectivement, on est sur une lésion hypercellulaire. Il n'y a pas que effectivement, le lymphome, certaines métastases ou certaines autres tumeurs comme le méduloblastome. Dès que vous êtes sur une lésion des blastes, vous allez avoir quelque chose qui est vraiment très hypercellulaire, et donc on était sur une récidive de sa leucémie. Ce qu'on pouvait du coup supposer avec la perfusion et la spectroscopie. Donc, autre dossier, là on va partir plutôt vers des gliomes. Une question que vous allez vous poser souvent en fait, pour les diagnostics différentiels, c'est est-ce qu'on va être sur un œdème vasogénique, comme on va voir tout à l'heure, ou sur une infiltration tumorale. Là, vous avez un patient avec une lésion qui prend le contraste avec une nécrose centrale et un hypersignal antérieur. Je l'ai dit, donc vous avez ça en diffusion. Il faut regarder l'ADC. Là, vous avez l'ADC, donc vous avez une augmentation de la diffusion, donc ça correspond bien à l'aspect morphologique qu'on a. On a quelque chose qui va avoir une liquéfaction ici. Et puis en antérieur, par contre, on a plutôt l'impression de voir au contraire une diminution. Et donc, on va plutôt être sur un milieu hypercellulaire. C'est l'inverse de ce qu'on a quand on a un œdème vasogénique. En général, un œdème vasogénique, on a un afflux d'eau et donc une augmentation globale des mouvements des molécules d'eau. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le bel œdème vasogénique. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui suggère un caractère infiltratif de cette lésion. Et donc ça, c'est important parce que si vous dites infiltration tumorale, on n'est plus dans la lésion secondaire, on va être dans la lésion primitive et dans le gliome infiltrant. Est-ce qu'on peut le confirmer autrement? Bien évidemment, sur la séquence de perfusion. Vous faites une perfusion, vous allez avoir finalement 3 niveaux de perfusion. Vous avez sur votre image de RCBV corrigée avec la fusion. Donc, vous avez vraiment l'intérêt de se mettre sur la fusion. On voit effectivement où on est à chaque fois. Donc là, en rouge, on va avoir la lésion, la partie périphérique qui est l'élévation, la néoangiogenèse la plus importante, l'élévation du RCB la plus importante. Mais on a également, dans des zones qui ne prennent pas le contraste, qui correspondent à la zone hypercellulaire, la zone bleue, une
élévation du RCBV qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a dans la substance blanche saine. Donc, notre étalon, c'est la substance blanche saine contralatérale qui est en vert ici. En bleu, ici, on a la zone infiltrante hypercellulaire où on a bien une néangiogénèse, même s'il n'y a pas de prise de contraste. Et la prise de contraste est associée à une néangiogénèse. Et si on regarde la perméabilité capillaire, sur le même patient, on a quelque chose de logique, c'est-à-dire qu'on a à la fois une néangiogénèse, mais aussi de la rupture de barrière. Donc, on a une élévation du K2 qui correspond à une rupture de barrière sur la lésion nécrotique. Il n'y a pas que de la néangiogénèse, cette néangiogénèse tumorale, comme on voit qu'il y a une nécrose, cette néangiogénèse est associée à une rupture de barrière. Par contre, la zone antérieure, il n'y a pas de prise de contraste. Si on n'a effectivement pas de perméabilité capillaire, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prise de contraste, donc on n'a pas de leakage, on n'a pas de prise de rupture de barrière. Okay. 35, ça va. On peut aussi, en termes de perfusion, on peut aussi utiliser d'autres techniques que la perfusion après injection, c'est la perfusion ASL, où là, on tag, c'est une perfusion sans injection qu'on peut utiliser aussi pour l'AVC. On tag les vaisseaux au niveau du cou et on regarde leur volume de distribution et on regarde cette fois-ci le RCBF. Et vous voyez que sur la séquence ASL, donc sans injection, on a bien une élévation du RCBF sur l'ASL, donc qui témoigne d'une hyperémie locale qui correspond à l'hypersignal flair. Donc, on a une zone antérieure qui est hyperperfusée, qui est discrètement hypercellulaire, pas très, en faveur d'un gliome gras. Est-ce qu'on pouvait faire le diagnostic sans perfusion et sans spectroscopie? Est-ce qu'on peut, juste sur la morphologie, affirmer qu'on est sur une lésion gliale et pas sur quelque chose de haut grade? Oui, tout à fait. Bonne réponse. Donc là, vous avez cette lésion, le territoire. Et bien, je répète, il faut regarder dans un autre plan. Il faut le regarder autrement. Il faut chercher, il faut regarder des zones où ne va pas l'œdème vasogénique. Si vous avez un hypersignal flair qui qui traverse le corps calleux comme ça, vous serez forcément sur une infiltration tumorale. Des fois, quand on a un œdème vasogénique énorme, des fois, on a un effet de masse, ça passe un peu, mais ça ne franchit pas complètement la ligne médiane comme ça, surtout que là, il n'y a pas d'œdème, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas d'effet de masse. Donc, quand vous avez un hypersignal flair, le corps calleux, c'est une bande de substance blanche, hein, donc on doit avoir quelque chose de noir comme ça. Donc là, vous avez une infiltration ici qui franchit le corps calleux. Donc là, rien que sur la morphologie, on sait qu'on est sur une lésion gliale. Pareil, vous regardez, l'œdème vasogénique respecte le cortex, c'est ce que je vous disais, avec le bel aspect en doigt de gant. On regarde ailleurs. On regarde si on n'a pas une zone d'infiltration cortico-sous-corticale. Et donc là, c'est sur le même plan, mais des fois, on peut avoir dans d'autres plans. Si vous avez quelque chose une infiltration cortico-corticale, vous serez sur de l'infiltration gliale et pas sur un œdème vasogénique et sur une lésion secondaire. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder dans un autre plan, chercher l'atteinte du corps calleux et l'atteinte corticale qui va vous signer l'atteinte gliale. Lorsque vous avez un gliome, donc la première ligne de traitement, donc ça, en général, c'est la chirurgie, sauf si le patient n'est pas éligible. Et ensuite, le traitement va être le T-modal et la radiothérapie, ce qu'on appelle un STUP. Et en fait, chez ces patients, de plus en plus, dans le cadre de suivi, on va avoir à se poser la question, savoir si une prise de contraste qu'on voit correspond à une tumeur persistante ou une récidive de tumeur ou une radionécrose. Et donc là, pour le coup, vraiment, la perfusion va pouvoir nous aider. Et donc voilà ce qu'on observe. Ça, c'est un gliome qui a été traité. Si on regarde il y a une prise de contraste qui apparaît sur l'image de cartographie avec la fusion, on n'a pas d'élévation du RCBV. Donc là, on n'est pas sur un gliome, contrairement à certaines métastases. Quand on est sur des métastases, on est plus embêté parce que la majorité des métastases ne va pas forcément être hyperperfusée. Sur un gliome, on sait qu'il sera hyperperfusé, sauf s'il a des traitements anti-angiogéniques. Mais le gliome est associé à une néangiogénèse. Donc du coup, si vous n'avez pas de néangiogénèse, deux possibilités. Soit vous avez un problème sur votre perfusion, et donc, c'est pour ça qu'il faut regarder les natives et les images de la perfusion et regarder s'il n'y a pas une image hémorragique avec un gros trou noir.
Et sinon, vous regardez vos images de perfusion. Là, on a une petite micro-hémorragique. C'est ce qu'on s'attend à voir dans une radionécrose. Dans une radionécrose, vous pouvez avoir un petit peu d'image micro-hémorragique comme ça en périphérie. C'est habituel. Et ce n'est pas normalement quelque chose qui, des fois, ça peut vraiment gêner l'analyse sur la cartographie de perfusion. Mais dans ce cas-là, il faut regarder vos natifs. Là, dans cette limite-là, en général, ce n'est pas le cas. Si vous avez une radionécrose, vous avez du coup cet aspect-là sur l'ADC. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de cavitaire, quelque chose là comme là. Vous voyez que ça se rapproche vraiment du LCR. On n'est pas sur quelque chose d'infiltrant tumoral comme on avait pu voir sur l'autre cas. Vous avez l'ensemble de votre prise de contraste qui correspond à quelque chose qui correspond à une augmentation de la mobilité des molécules d'eau et donc à une nécrose, pas une infiltration charnue tumorale. Et vous avez ces images de perméabilité capillaire, ou donc le K2, où vous aurez une augmentation et une rupture de la barrière hémato-encéphalite. Donc ça, c'est un profil typique de radionécrose, pas d'élévation du RCBV, une augmentation du K2 trans, pas d'image infiltrante en diffusion et en général quelque chose de micro-hémorragique. Ce patient, on le suit. Et donc, on a cette image qui ne bouge pas en janvier. Et en mars, on a cette augmentation de prise de contraste. Et avec cette image en ASL, alors je vais essayer de... انا شي 3000 درهم تقريبا الدولار انا شي 3000 درهم هادشي كليماتيزور ما كديرش. Voilà. Et donc, cette image de natif en ASL, et donc là, c'est un peu, je réinsiste, mais en fait, l'image a été, c'était une récidive qui est passée inaperçue parce que du coup, l'hyperperfusion est passée comme une hyperperfusion dans le cingulum, alors qu'en fait, il suffit de faire un truc très simple, hein, c'est comme la dernière fois, il faut regarder dans un autre plan. Et là, si on a les images fusionnées et qu'on regarde dans un autre plan, eh bien oui, il y a une radionécrose, qui est la radionécrose qu'on voit depuis le début, mais ici, cette prise de contraste qui a grossi, la partie plus inférieure, ben c'est bien une récidive avec une hyperperfusion. Donc, on n'est pas sur la néoangiogénèse, on n'est pas sur de la radionécrose, je veux dire, on est bien sur une néoangiogénèse et sur une récidive tumorale. Donc, c'est simple, hein, en fait, il suffit juste de faire la fusion et changer de plan. Et là, sur les cartographies de capillaires, on a les deux choses. C'est-à-dire que cette image qui va pas être hyperperfusée correspond à une rupture de barrière, effectivement, c'est la radionécrose, et associée, on a la récidive tumorale, ce qui est confirmé d'ailleurs sur le suivi. Là, effectivement, on a cette récidive tumorale qui a augmenté, alors que la zone de radionécrose, finalement, ne bouge pas. Donc, vraiment, pour les gliomes, effectivement, la perfusion avec, je vous dis, cette réserve de changer de plan, bien regarder dans toutes les directions et surtout bien faire la fusion parce que des fois, on est sur des petites lésions et du coup, on regarde globalement la lésion, on a l'impression que c'est une radionécrose, elle ne bouge pas et puis en fait, sur quelques centimètres à distance, des fois, les lésions sont même très volumineuses, mais il ne faut pas hésiter à bien regarder dans tous les plans et faire la fusion. Et en faisant la fusion, on arrive à voir que la lésion récidive. Autre glioblastome opéré, traité par Stupp, donc radiochimiothérapie, avec une apparition d'une prise de contraste. Donc voilà l'image en T1 Gado. Voici ce que vous avez sur les cartographies constructeurs en RCBV. Et voilà la fusion qu'on fait avec les images de cartographie de RCBV sur notre PAX. Et donc là, on a envie de répondre radionécrose. Si je vous ai parlé des images de leakage, de possibilités de fluide, de rupture de barrière plus ou moins importantes. Et de ces séquences, je vous ai montré pour le lymphome, des algorithmes en fait, qui permettent de corriger la rupture de barrière. Là, on n'est pas sur une rupture de barrière comme ça, on est sur une rupture de barrière comme ça. Ça diffuse un peu, mais ça peut quand même fausser les valeurs. Et donc là, si on prend le RCBV corrigé, eh bien, on se retrouve avec une hyperperfusion, une élévation de la perfusion sur cette lésion. Ça change tout. Ça change absolument tout. Et c'est vrai qu'il y a certains patients où effectivement la rupture de barrière est suffisamment importante pour masquer l'élévation du RCBV et la néoangiogénèse. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être utile pour reconstruire.
Ce n'est pas un problème de saignement, ce que je montrais sur cette image-là. De toute façon, c'est vraiment un problème lié à la fuite c'est pas un problème de manque de signal, parce que finalement, on arrive à les reconstruire. C'est vraiment lié à la rupture de barrière. Ce patient a été mis sous Avastin, donc c'est une diminution, et l'Avastin, c'est un traitement anti-angiogénique. Donc, l'Avastin, finalement, va entraîner une disparition plus ou moins telle de la prise de contraste. Et c'est une contre-indiquée en cas d'hémorragie, donc il faut suivre, voir s'il ne saigne pas. Là, ce n'est pas le cas là. Mais là, chez ces patients sous Avastin, voire des fois dans certaines radiothérapies, on va pouvoir apparaître ce genre de lésion, je montre là, en hypersignal diffusion très intense, avec une restriction de la diffusion importante, qui va correspondre en fait, donc c'est vrai que je vous ai parlé de l'hypercellularité de la tumeur. Là, on est même plus important comme hypercellularité que ce qu'on avait finalement en hypersignal diffusion, qui est comme on aurait pour un hématome ou pour un abcès, même pour un AVC. Ce n'est pas le petit hypersignal diffusion qu'on voit sur la cartographie d'ADC. On est sur quelque chose qui est plus important que ce qu'on a habituellement comme restriction de la diffusion que pour une infiltration tumorale. Ça correspond à ce qu'on appelle la nécrose de coagulation, la nécrose gélatineuse. C'est une nécrose qui va être... qu'on voit essentiellement sur l'Avastin, qui a été décrite pour l'Avastin. Finalement, des fois, on la voit maintenant chez ces patients irradiés, mais c'est beaucoup plus important sur l'Avastin. Et ce qui va nous orienter, c'est le fait que déjà, comme je vous disais, l'hypersignal diffusion est beaucoup plus intense que ce qu'on a habituellement pour l'infiltration cellulaire. Et aussi que du coup, on n'est pas sur il n'y aura pas forcément d'hyperperfusion et de néoangiogénèse. Alors, c'est compliqué sur l'Avastin parce que du coup, on est sur un traitement antiogénique. Mais là, vous voyez que du coup, on a une perfusion qui va être même inférieure au parenchyme adjacent. Et donc, du coup, on n'est absolument pas sur quelque chose qui va être cellulaire. Mais ce qui va vraiment orienter, c'est de voir cette hypersignal diffusion qui est finalement aussi intense que ce qu'on pourrait voir pour une lésion ischémique. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a en iatrogène dans les suivis de gliome, mais qui ne sera pas une récidive tumorale, qui ne sera pas de l'hypercellularité. Autre patient. Encore un gliome. Vous avez un patient qui vient pour une IRM de contrôle à 1 mois de son gliome opéré. Et en bordure de prise de contraste, vous avez une image de rehaussement avec quelque chose qui correspond en flair, avec une petite hyperperfusion associée. Est-ce que pour vous, ça signe la récidive? Je ne répondrai pas de réponse. Normalement, en gliome, je vous dis, on cherche une hémangiogénèse. Alors, c'est étonnant d'avoir une transformation anaplasique sur une ligne aussi fine. Il y a une prise de contraste et elle est hyperperfusée. Maintenant, il y a une autre chose dans ce contexte qui va pouvoir donner une prise de contraste hyperperfusée. Parce que c'est vrai que là, on n'a quand même pas l'impression qu'il y a suffisamment de matière pour avoir vraiment une prise de contraste, une transformation anaplasique. C'est quand même très fin, il n'y a aucun œdème, c'est curieux. Et puis la prise de contraste, finalement, elle est assez linéaire. Oui, c'est l'ischémie. En fait, ce qui se passe, en plus, c'est que ce gliome, voilà son IRM préopératoire. C'est-à-dire qu'il y a 1 mois, on avait un gliome qui ne prenait pas le contraste. C'est quand même pas de chance qu'en post-opératoire, ils se mettent à avoir une transformation anaplasique sur la berge, linéaire, millimétrique. En fait, ce patient, sur l'IRM post-op, il y a une petite zone d'ischémie. Et on est à 1 mois. Et à 1 mois, on peut encore avoir de la rupture de barrière. Et on peut avoir, je vais en parler après, on peut avoir une petite hyperperfusion qui va être une perfusion de luxe. Donc, c'est un piège classique. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on fait, les patients qui sont opérés des tumeurs cérébrales, ils ont une IRM post-op AJ0. Parce que comme ça, on peut mieux voir ce qui reste comme prise de contraste ou pas. À J0, on n'a pas encore la prise de contraste qui est liée aux éventuelles lésions ischémiques. Et puis surtout, on a la diffusion qui nous permet de voir ce qui va être une complication ischémique, parce que des fois, dans le mois qui suit,
on va pouvoir être gêné par ces prises de contraste qui, du coup, peuvent être hyperperfusées par une hyperperfusion de luxe. J'en profite pour vous montrer donc, ce qu'était ce patient-là, où vous avez ici donc, un flair. Avec ça, c'est l'image, donc ça, c'est le B0 de la diffusion, donc c'est un T2. Je vous avais dit que sur la diffusion, on a des informations en diffusion et en T2. Et donc, vous savez, vous avez ces images qui, en général, si elles ne sont pas séparées de la diffusion, vous gênent. Mais en fait, c'est un parfait T2. Donc, c'est utile s'il vous manque un T2. Et donc, vous avez, si vous n'avez pas fait dans votre protocole un T2, c'est bien, c'est quand même utile pour l'information. Là, vous avez parfaitement ce qu'on a dans les gliomes qui ont une mutation IDH. Donc, ce n'est pas 100%, mais ça oriente sur les patients qui ont une mutation IDH. Donc, c'est les gliomes qui sont de bons pronostics, avec ce qu'on appelle un mismatch flair. C'est-à-dire que vous avez un hypersignal de la lésion qui est très intense en T2 et qui va être un petit peu supprimé en flair. Il n'y a pas de raison, finalement, comme le flair étant un T2, en flair, on devrait avoir un hypersignal aussi intense que ce qu'on voit pour le B0. Mais chez ces gliomes, pas tous, mais chez certains gliomes IDH mutés, donc ceux qui ont de bons pronostics, vous aurez ce qu'on appelle ce mismatch flair, avec du coup un flair qui va être un peu plus hypo que ça. Donc, ce sont des gliomes finalement de meilleurs pronostics que les autres, et c'est encore plus étonnant finalement qu'on ait une transformation aussi rapide. Donc là, on est sur de l'ischémie. Et donc, cette perfusion de luxe, ça, ça c'est de l'AVC, on n'est pas sur de la tumeur, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut avoir. On peut l'avoir assez rapidement et on peut avoir effectivement une hyperperfusion qui va persister quelques semaines, voire même du coup, dans ce cas-là, un mois après. Là, vous aviez un patient qui a fait on était à quelques heures d'une ischémie thalamique. Vous voyez en flair, rien. Donc, on est vraiment très précoce. Hypersignal diffusion, rien en flair, rien en AVC. Sur le contrôle, le lendemain, on a, donc c'est visible en flair, et là, on a une hyperperfusion qui va correspondre à une perfusion de luxe, plus ou moins une rupture de barrière si on injecte, vous le savez pour le cortex. Et donc, il faut penser des fois au phénomène vasculaire. Je mets vasculaire entre guillemets parce que c'est au sens large. Dans les gliomes, des fois, ça peut fausser l'interprétation. Donc, tout ce qui va être post-opératoire, donc là, c'est un mois, après, on est tranquille. Et éventuellement, par contre, ce qui va être état de mal, où là, des fois, on ne saura pas forcément le patient s'il a crisé. Donc, on peut avoir des manifestations post-épileptiques qui sont un peu de nature vasculaire, parce que des fois, on peut avoir vraiment des atteintes corticales associées avec des prises de contraste. Et donc, après, c'est des lésions qui vont s'amender, mais dans ces phénomènes vasculaires, on peut avoir une hyperperfusion. Donc ça, c'est vrai que ça peut être piège. Autre dossier. Un patient de 35 ans qui vient pour une hyparésie progressive sur une semaine. On a une lésion qui prend le contraste, qui est en morphologie superposable en flair, sans image périphérique. Donc ça doit étonner. En hypersignal diffusion, mais quand on regarde la DC, finalement, on s'attendrait à ce que ce soit une restriction de la diffusion et quelque chose d'hypercellulaire, mais finalement, ce n'est pas si franc. On a plutôt une augmentation de la diffusion. Et sur la spectroscopie, donc on regarde la choline sur les côlons, une élévation de la choline qui est assez importante, et avec cette fois-ci, pour le coup, plutôt donc des lipides, mais plutôt quand même aussi des lactates. Vous avez vraiment ce doublé, ce M-là qui se transforme en W, 1,4. Donc, on a quelques lactates. On fait la perfusion, pas d'hyperperfusion. Et peut-être petite rupture de barrière, une perméabilité capillaire, mais pas d'image de néoangiogénèse. Et donc, c'est pareil. On change de point de vue. Et là, vous avez un aspect qui oriente vraiment sur une prise de contraste en anneau ouvert, et donc, de toute façon, qui est adressée pour une tumeur. Pas hésiter à bien le regarder dans les différents sens. On n'a pas de néoangiogénèse, on n'a pas sur une lésion gliale, et on a cette prise de contraste en anneau ouvert, ça c'est un autre patient, mais qui est assez caractéristique, des lésions déminisantes. Donc on a cette image-là. Ça correspond à un front d'éminisation, ce qui montre bien que du coup, il n'y a pas d'œdème vasogénique en périphérie. On a vraiment une zone d'éminisation qui part de là et qui s'étend comme ça. À distance, on le confirme, on regarde, le patient avait d'autres lésions qui allaient, en plus, qui étaient non rehaussées, il avait des bocs à l'APL, il a une résolution après. Donc, pas hésiter à changer de plan et rechercher des informations sur la lésion et des informations ailleurs. Là, du coup, finalement, ce patient qui était adressé pour une lésion tumorale, sur la morphologie, on s'en sort et c'est confirmé finalement par la perfusion. On n'a pas
de néo-GGLS. Donc, attention effectivement aux diagnostics différentiels non tumoraux. Enfin, du coup, je vous montre un signe radiologique avec un aspect particulier en ASL que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, on a deux lésions qui prennent le contraste de façon intense avec un vasogénique. Mais là, vous êtes sur les natifs d'ASL, pas sur les cartographies reconstruites. Et il y a un aspect particulier que je trouve qui est intéressant à connaître parce qu'en fait, il diminue le champ des possibles. Je ne sais pas si vous le voyez ou si vous connaissez. Ces deux lésions, en fait, ont une espèce de cône d'ombre en périphérie. Elles ont un hypersignal ASL qui est très important. Hein. Et on a au contraire comme s'il y avait même quelque chose qui était aspiré en périphérie. Et d'ailleurs, on le confirme parce qu'on voit que ces lésions ont un petit vaisseau. Elles sont de petite taille. On a un vaisseau qui est quand même de très bon calibre hein, qui les rejoint ici. Donc, ce sont des lésions qui sont très, très, très hyperperfusées. Et donc, ces lésions très, très hyperperfusées, il n'y en a pas tant que ça. Vous allez être sur l'hémangioblastomes. Alors, c'est rare d'être multiple, sauf si vous êtes un Van Hippel-Lindau, en tout cas, c'est rare. Et sinon, là, c'était des métastases. Et donc, les métastases qui vont donner une hyperperfusion aussi importante avec un vaisseau morphologique, c'est essentiellement des métastases de rein et de thyroïde. C'est l'essentiel des lésions qui vont donner des métastases qui vont donner, pas forcément des métastases hyperperfusées, il y en a d'autres, hein. Il y a le mélanome, il y a le sein, il y a les poumons, mais ceux qui donnent vraiment quelque chose de très hypervasculaire avec un vaisseau comme ça nourricier, ça va surtout être les reins et les thyroïdes. Enfin, un dernier dossier. C'est très rare, mais c'est, je pense, à connaître. Je vais vous laisser voir si vous connaissez. Enfin, c'est une fois qu'on l'a vu une fois, je pense qu'on ne l'oublie pas. Est-ce que quelqu'un voit l'anomalie et a une idée de ce que c'est? Lymphome. Alors non, parce que là, on a une prise de contraste effectivement sur la lésion, la prise de contraste intraorbitaire, la somogène plus non plus. Ce qui est étonnant en fait, regardez, c'est qu'on a une énophthalmie. On n'a pas une exophthalmie, on a une énophthalmie sur le côté de la lésion. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui va entraîner une rétractation du globe oculaire et pas un effet de masse, comme on pourrait s'y attendre. Et c'est au sein de la graisse intraorbitaire. Métastase, oui, laquelle? Parce que métastase, en général, c'est une boule. Donc, la boule entraînerait une exophthalmie. En fait, c'est essentiellement, c'est le sein. Ah, zut! C'est essentiellement, je retourne en arrière, désolé. Alors, c'est exceptionnellement, il y a d'autres, ouais, c'est sein et digestif, tout à fait, sein et estomac. C'est essentiellement les seins, mais on peut aussi avoir, donc, sur des métastases qui sont capables d'entraîner une rétractation fibreuse. On peut le voir aussi des fois sur des métastases aussi hépatiques. Et donc, vraiment, pensez effectivement que vous pouvez avoir une lésion tumorale qui, au contraire, va pouvoir entraîner une rétractation. Et donc, la lésion la plus fréquente, ça va être effectivement la métastase de cancer du sein. Et même si on peut avoir aussi des tumeurs digestives, et notamment l'estomac associé, mais c'est surtout le cancer du sein. Voilà. Je suis allée un petit peu plus vite que ce que je pensais. Est-ce que vous avez des questions? Je vais juste profiter pour retourner pour vous montrer quand même la différence entre l'infiltration tumorale, l'hypercellularité tumorale et la différence entre, vous voyez ça, et ou sur le précédent, et ce qu'on observe sur l'Avastin. On n'est pas sur la même, vous voyez, ou ici,
et ce qu'on observe normalement sur l'Avastin, où là, pour le coup, on a vraiment quelque chose qui est très, où est-il? Voilà, qui est voilà, beaucoup plus intense. Et donc, on ne pas confondre ça entre, je vais parler d'hypercellularité tumorale, mais pas confondre cette hypersignal diffusion très important avec une hypercellularité tumorale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dans ce cas, je vous dis au revoir. Ben, merci de votre attention. Et donc, il y aura la troisième session mardi prochain à 19 h, animée par Nadia Platikorskaya sur les maladies neurodégénératives. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Delphine. C'était merveilleux. Merci, Alicia. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir, Delphine. Merci beaucoup.